Manifestation contre un manuel scolaire évoquant l'homosexualité. Début du DDR pour les milices Peul et Dogon. Dana Amassagu pose des conditions. La commission Vérité, Justice et Réconciliation ouvre son antenne à Kidal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Bamako contre ce projet d'éducation sexuelle. L'imam Mohamedou Dicko, président du Haut Conseil islamique du Mali, a été porté en triomphe par ses partisans. Commentaire Amadou Niambélé. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bamako à l'appel de l'imam Mohamedou Dicko pour protester contre un projet d'un manuel scolaire d'éducation sexuelle abordant notamment la question de l'homosexualité. Manuel abandonné par le gouvernement sous la pression des mouvements religieux. L'imam Mohamedou Dicko, président du Haut Conseil islamique du Mali, a été porté en triomphe par ses partisans venus à pied et à moto et qui scandaient Allahu Akbar. Le gouvernement malien a renoncé cette semaine à l'élaboration de ce manuel conçu avec l'appui financier des Pays-Bas, comportant notamment un chapitre intitulé Orientation sexuelle. Après une campagne lancée quelques jours plus tôt par Mohamedou Dicko, l'imam était intervenu dans plusieurs médias pour dénoncer un texte qui veut enseigner l'homosexualité aux enfants à l'école malienne. Nous ne voulons pas de l'enseignement de l'homosexualité dans nos écoles. Le gouvernement doit faire attention, a déclaré un manifestant dimanche qui s'appelle Omar Kanté, 24 ans, étudiant en sociologie à l'université de Bamako. Selon un manifestant, nous soutenons Mohamedou Dicko. Il a bien fait de refuser ce projet. Nous sommes des musulmans et nous sommes contre cette déviance. Moussa Diallo, un jeune de 37 ans. Après la marche arrière du gouvernement, plusieurs membres du Haut Conseil avaient annoncé l'annulation de la manifestation non autorisée par le pouvoir, mais ils n'ont pas été suivis par les musulmans. S'exprimant devant la foule, l'imam a leur demandé de rester serein, ne brûler rien, ne casser rien, a-t-il ajouté dans un discours ponctué de Allahu Akbar. À la suite de ma rencontre avec les leaders religieux, une commission comprenant l'État, des représentants des autorités coutumières et des sensibilités religieuses sera mise en place. Elle jugera de la nécessité d'apporter des amendements ou de l'abandon définitif du manuel, avait annoncé mercredi le Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga. Le président du collectif de commerçants détaillants était présent à l'ouverture de la foire de fin d'année de Bamako. Ibrahim Maïga a salué la bonne organisation de la FIABA 2018. Il a par ailleurs invité la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à revoir les prix des stands pour que les détaillants puissent participer en grand nombre. Il est au micro de Aïssata Bachili. On remercie le bon Dieu pour ce soir. Dans la foire de FIABA, en fin d'année, on a vu vraiment qu'il y a des expositions qui sont bien organisées. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, lui-même il était là en présent. Ce soir, vraiment, on a vu beaucoup de monde, on a vu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de commerçants qui étaient là ce soir, vraiment pour l'ouverture de la FIABA. Donc vraiment, on remercie le bon Dieu et on souhaiterait pour la fin d'année, pour qu'il y aura beaucoup de clients qui viennent acheter ici, pour les commerçants qui ont pris la place. Donc on est là pour ce soir à cause de ça. Cette fois-là, ça représente pour les commerçants détaillants, mais vraiment les stands là, c'était un peu cher pour à l'intérieur de Basla. Ça c'est un peu cher pour les détaillants parce qu'on a fait les places, c'est cher. Donc les détaillants sont obligés d'aller jusqu'à dehors pour aller prendre les hangars là-bas. Bon, on voulait que vraiment l'année prochaine, s'ils organisent, il va falloir qu'ils pensent beaucoup avec des commerçants détaillants pour qu'eux aussi puissent avoir des places à l'intérieur. Depuis la grève de la faim entamée par les cheminots le 19 décembre passé, la situation reste la même puisqu'il n'y a pas eu de négociations avec le gouvernement. Selon le secrétaire général adjoint de Citrail, M. Djibi Sila est au micro de Aïssata Touré. Effectivement, nous avons entamé une grève de la faim le mercredi du 19-12e mois 2018. Et la grève de la faim continue toujours. Nous sommes à 9 mois d'arrêt de salaire.
et nous avons tenté de rencontrer toutes les hautes autorités de ces pays. Malgré tout, il n'y a pas eu de gain de cause. Bon, quand nous avons décidé d'aller en grève de la faim, notre ministère de tutelle, le ministère des Transports, nous a reçus le mardi. On n'a pas eu d'accord entre nous parce qu'ils nous ont proposé de payer 2 mois d'arrêt de salaire sur les 9 mois. Vous le savez bien, un salarié malien, tout le monde fait des emprunts à la banque pour pouvoir faire des petites réalisations. Donc si nous accordent 2 mois, et ces 2 mois-là vont être versés à la banque. Donc pour nous, l'argent là, la banque va prendre ça pour ses prêts parce que la banque a 9 mois d'arrêt envers nous. Donc pour nous, les 2 mois ne font que soulager la banque et non soulager les travailleurs. Donc nous réclamons les 9 mois d'arrêt de salaire pour pouvoir arrêter la grève de la faim. Sans quoi, nous n'allons pas arrêter la grève de la faim. Parce que c'est les États qui ont pris l'engagement d'arrêter la construction du chemin de fer, qui vont payer les travailleurs jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouveau opérateur. Maintenant, s'ils prennent leurs engagements, il faut qu'ils respectent les engagements. Nos collègues sénégalais sont là-bas. Il n'y a pas d'arrêt de salaire au niveau du Sénégal. L'État sénégalais est en train de payer les travailleurs du chemin de fer au niveau du Sénégal là-bas. Ils n'ont pas d'arrêt de salaire. C'est au Mali qu'il y a problème. C'est l'État malien qui n'arrive pas à nous payer. Depuis, il y a longtemps qu'on est en train de négocier avec ces gens. La conjoncture du pays a fait que la situation du pays, parce que le Mali traverse un moment très difficile, c'est pour ça que nous sommes patientés jusqu'à 9 mois. Jusqu'à présent, c'est le même statu quo. Et en entrant dans votre studio tout de suite, nous venons d'apprendre que 2 personnes parmi nous viennent d'être évacuées à l'hôpital Gabriel Touré. Et nous allons continuer la grève de la faim jusqu'à ce que l'État décide de payer nos 9 mois d'arrêt de salaire. Et puis depuis qu'on a commencé la grève de la faim, depuis le mercredi jusqu'au moment où je vous parle, personne ne nous a rencontré, aucun membre de notre cabinet ne nous a rapproché pour pouvoir négocier. Et pour donner certaines informations, parce qu'il y a des nouvelles mesures qui sont en train de prendre pour la relance du chemin de fer. Ils ont demandé, l'État du Mali va contribuer à 10 milliards, l'État du Sénégal 10 milliards. La Caisse française de développement va contribuer sur instruction du président français. Mais jusque-là, ça fait bientôt 3 mois que le nouveau administrateur est installé. Il n'y a aucune disposition financière pour l'accompagnement de ce projet-là. Donc pour le moment, que ce soit train voyageurs, train marchandises, intérieur du Mali, extérieur du Mali, il n'y a pas de trait et nous ne croyons pas. La milice d'Anna Amasagu pense qu'il y a des conditions préalables à respecter. Au même moment, une rencontre entre les autorités maliennes et les représentants des communautés concernées se tient ce lundi à Mopti. Amadou Niamele, les commentaires. La milice d'Anna Amasagu pense qu'il y a des conditions préalables à respecter avant le désarmement et réinsertion, communément appelé DDR. Le ministre de la Réconciliation, le président de la Commission nationale de DDR, les représentants des milices Pel et Dogon participent à cette rencontre. Selon le président du mouvement Gandaïso, ce processus de cantonnement permettra à long terme de rétablir la paix et la sécurité dans la région de Mopti. Selon lui, le processus a déjà démarré avec la phase d'identification des groupes armés du centre du pays. C'est plutôt des registres qui vont être donnés aux combattants des différents mouvements pour qu'ils identifient leurs combattants avec leurs armes. Ensuite, c'est la seconde phase qui consiste à les désarmer. Ça apaisera et jouera positivement sur les violences au centre, explique Mohamed Atayoub Sidibé, président du mouvement Gandaïso, qui tient un poste de sécurité dans la région de Mopti à la frontière avec le Burkina Faso. Toutefois, les responsables de la milice d'Anna Amasagu posent des conditions préalables pour leur participation à ces DDR. Selon les responsables de la milice Dogon, l'accent doit être mis sur le dialogue inclusif. Il faut d'abord parler, dialoguer entre les protagonistes, ensuite avoir un accord sur comment aller vers le DDR. On ne se lève pas du matin ou soir pour demander de récupérer les armes. Il faut d'abord parler, dialoguer entre les protagonistes, ensuite avoir un accord sur comment aller vers le DDR. On ne se lève pas du matin au soir pour demander de récupérer les armes. Nous pensons quand même qu'il faut mettre en place un processus qui va aboutir au DDR. Marcelin Guingere, un des responsables de la milice d'Anna Amasagu. Cette opération intervient quelques semaines après le désarmement de 1500 combattants des groupes armés signataires de l'accord d'Alger. Ce processus a concerné les régions de Tombouctou, Gao et Kidal.
Ce 20 décembre 2018, une cérémonie officielle s'est tenue pour marquer l'ouverture de l'antenne CVGR à Kidal. La division des droits de l'homme et de la protection de la MINUSMA a appuyé cette ouverture à travers les fournitures bureautiques et informatiques à l'antenne de Kidal. Commentaire Aïcha Touré. Le 20 décembre 2018, une cérémonie officielle s'est tenue pour marquer l'ouverture de l'antenne de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR à Kidal en présence d'une centaine d'invités, notamment le représentant du gouverneur, le maire de Kidal, des représentants de la plateforme et de la coordination des mouvements de l'Azawad, ainsi que des membres de la société civile, des associations de victimes, des cadis, juges traditionnels, des chefs traditionnels et de la MINUSMA. La division des droits de l'homme et de la protection DDHP et de la MINUSMA a appuyé cette ouverture à travers la fourniture de matériel bureautique et informatique à l'antenne de Kidal et l'organisation de 2 formations pour ses preneurs de déposition. Après avoir ouvert des antennes à Bamako, Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou et a recueilli ainsi les témoignages de plus de 10 000 victimes et témoins des violations graves des droits de l'homme commises au Mali depuis 1960, l'ouverture d'une antenne de la CVJR à Kidal représente un moment clé dans le processus de recherche de la vérité et de la paix au Mali. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le président du collectif des victimes a rappelé, pour bâtir un Mali uni et réconcilié et pour briser les cycles des crises depuis 1963, la nécessité est de faire face à un passé lourd de violations graves des droits de l'homme. Il a appelé les populations de Kidal à collaborer entièrement avec la CVJR pour lui permettre d'accomplir sa difficile mission. De son côté, le président de la CVJR, Ousmane Oumarou Sidibé, a expliqué sa gratitude envers ses partenaires, notamment la DDHP, et a souligné l'indépendance politique de la CVJR vis-à-vis du gouvernement du Mali. Il a également souligné que la CVJR n'est pas un tribunal et que son rôle est exclusivement de mener des enquêtes pour établir la vérité, écouter les victimes et leur offrir des réparations. La DDHP de la MINUSMA appuie la CVJR à travers le Fonds difficiaire des Nations Unies en soutien à la paix et à la sécurité au Mali. Le soutien de la MINUSMA à la CVJR s'inscrit pleinement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, précisément le titre V, chapitre 14, article 46, qui fait référence à la Commission. Ce soutien fait également intégralement partie du mandat à la MINUSMA tel que défini par la résolution 2423-2018 du Conseil de sécurité dans un effort de respect des normes et des principes des Nations Unies concernant la justice transitionnelle et de la lutte contre l'impunité. Suivons l'actualité internationale. Au Soudan, depuis le mercredi 19 décembre, les protestations se poursuivent à Khartoum et dans plusieurs autres villes où l'état d'urgence a été déclaré. Des villes dans 12 États du Soudan manifestent contre le prix du pain qui a triplé et contre le manque d'essence. Les manifestations ont fait 8 morts selon le régime, 22 morts selon l'opposition. Ce lundi 24 décembre, un mouvement de grève a débuté dans plusieurs secteurs à Khartoum. À l'instar de certains manifestants, les médecins demande le départ du régime Omar el-Béchir. Ce lundi, plusieurs secteurs étaient à l'arrêt à Khartoum. Les universités ont été fermées. Les hôpitaux n'ont plus reçu que les cas graves. L'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs villes et les réseaux sociaux sont toujours coupés. Les médecins, les enseignants, les journalistes, les avocats, les architectes et d'autres professionnels membres d'un rassemblement à Khartoum ont commencé ce lundi un mouvement de grève. Une grève qui sera générale ce mardi à l'appel de l'opposition. Il est déjà prévu que le cortège se dirigera vers le palais présidentiel pour exiger la démission immédiate du président Omar el-Béchir et la formation d'un nouveau gouvernement transitoire. Sadek Al-Mahdi, qui dirige la coalition de l'opposition soudanaise, avait annoncé dès samedi lors d'une conférence de presse que le peuple veut un changement du régime. Selon des spécialistes, ces contestations les plus importantes en 3 décennies du pouvoir d'Omar el-Béchir sont les résultats de l'échec
l'échec des politiques gouvernementales et de la mauvaise gestion. Face à la contestation quasi inédite qui dure depuis une semaine, le régime est mis devant un examen décisif qui pourra définir son avenir politique. Un avenir qui, devant l'impasse actuelle, semble lié à l'amélioration économique et réforme de l'État. Les protestations actuelles font remonter à la surface des problèmes, les problèmes des libertés, de la démocratie et des droits de l'homme dans le pays. Car derrière le prix du pain, il y a un ras-le-bol général chez la majorité des Soudanais. Déjà en janvier dernier, des protestations contre la cherté de la vie se sont soldées par l'emprisonnement de dizaines de personnes. Mais les choses ne sont pas améliorées depuis, bien au contraire. En 2018, les difficultés économiques se sont accrues avec une inflation de près de 70% et une livre soudanaise qui a plongé face au dollar américain. Pour une majorité de Soudanais, le colonel Omar El-Béchir ne répond plus aux besoins économiques du pays par manque de dynamisme. Au pouvoir depuis 1989, il avait assuré qu'il ne se présenterait pas pour la présidentielle de 2020, mais son parti, le Congrès national, l'a désigné en octobre dernier comme candidat à cette présidentielle. L'opposition considère que cela fera de lui un président à vie. En Tunisie, la communauté ivoirienne est sous le choc. Dans la nuit de samedi à dimanche, le président de l'association des Ivoiriens de Tunisie a été tué par des malfaiteurs. Plusieurs rassemblements ont eu lieu pour lui rendre hommage, dénoncer le racisme dans le pays et demander des comptes aux autorités. Falikou Koulibaly a succombé à ses blessures après avoir été poignardé dans son quartier de la Soukra, en banlieue de Tunis. Certains témoins affirment que les malfaiteurs voulaient lui dérober son téléphone, d'autres qui seraient interposés dans une affaire de vol. Seule certitude pour les Ivoiriens qui ont manifesté leur colère. Le président de l'association des Ivoiriens de Tunisie est mort, non parce qu'il dirigeait une association, mais parce qu'il était noir, membre d'une communauté vulnérable et discriminée. Sa mort a eu l'effet d'un électrochoc pour la communauté ivoirienne, première communauté subsaharienne du pays avec 4 000 à 6 000 ressortissants. Des centaines de ses membres se sont rassemblés devant l'hôpital où il est mort, puis un millier devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils dénoncent le racisme au quotidien, le fait d'être traité en citoyen de seconde zone, la difficulté d'accéder aux précieux titres de séjour, l'impossibilité de quitter le territoire sans s'acquitter de frais exorbitants ou encore l'inefficacité de la loi contre le racisme adoptée récemment. Les Tunisiens aujourd'hui, ils sont racistes. S'ils n'étaient pas racistes, ils n'auraient pas tué un Ivoirien. Tous les Tunisiens ne sont pas racistes, ce sont les délinquants, ce sont eux qui nous tuent, confie Ismaël Bata, installé depuis 2 ans dans le pays. Les femmes aussi, ici vraiment, il y a trop de racisme. On est fatigué de tout ça. Dans cette affaire, les autorités ont annoncé dans la journée l'arrestation de 6 ressortissants tunisiens impliqués dans ces crimes. À Madagascar, la CENI répond aux accusations de fraude de Marc Ravalomanana. Les Malgaches devront entendre encore 3 jours avant de connaître leur nouveau président de la République. La CENI a annoncé qu'elle publiera ses résultats provisoires jeudi 27 décembre. Selon les tendances partielles publiées par la commission électorale, André Rajaolina est crédité de 55% des voix contre 45% pour Marc Ravalomanana. Ce dernier a contesté les tendances d'image et la CENI lui a répondu. Alors que Marc Ravalomanana dénonçait dimanche soir à la télévision des fraudes pendant le 2e tour de l'élection présidentielle, notamment des achats de votes et des trucages de procès-verbaux. Moins de 24 heures après, la Commission électorale nationale indépendante CENI a tenu à mettre les choses au clair. Au niveau de la CENI, nous ne sommes pas d'accord avec cette déclaration, a déclaré Thierry Rakotonarivo, le vice-président de la CENI. On a organisé une élection transparente, une élection que nous espérons crédible et une élection avec la participation de tous. C'est une élection inclusive. La CENI est disponible pour toute confrontation ou pour toute demande d'information relative au traitement des résultats, a poursuivi Thierry Rakotonarivo. Le candidat Marc Ravalomanana a demandé des confrontations de procès-verbaux et la CENI a déjà commencé cette opération. L'ancien premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a été condamné lundi 24 décembre à 7 ans de prison pour corruption.
Cette peine vient s'ajouter à une autre condamnation à 10 ans de prison dans une affaire distincte en juillet. Nawaz Sharif devra aussi s'acquitter d'une amende de plus de 9 millions d'euros. En juillet dernier, l'ancien Premier ministre avait écopé d'une peine de 10 ans de prison pour corruption dans une affaire de biens immobiliers détenus à Londres. Emprisonné peu après sa condamnation, Nawaz Sharif a été libéré sous caution dans l'attente d'un jugement en appel. Il a été interpellé ce lundi et devrait être transféré dans une prison à Lahore, selon la télévision officielle pakistanaise. À 68 ans, Nawaz Sharif a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Il dénonce une conspiration de la puissance armée pakistanaise à son encontre et en faveur du nouveau chef du gouvernement Imran Khan, élu en juillet dernier. Après l'actualité internationale, ceci met fin à notre édition. Merci de nous avoir suivis sur Neta TV. Bon suite des programmes à vous tous. À demain, Inch'Allah.